Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Vous le savez, nous sommes mardi 2 octobre 2018, jour anniversaire de la célébration de l'indépendance de la Guinée. 2 octobre 1958, 2 octobre 2018, il y a jour pour jour 60 ans justement que la Guinée a brisé les chaînes de la colonisation et a pris son indépendance à travers un nom catégorique et retentissant justement par le biais et les actions de nos dévanciers qu'on appelle justement les compagnons de l'indépendance. Et ce numéro de Café Débat est consacré à ces festivités, consacré à tout ce qui a été prévu ici à Conakry pour célébrer ces 60 ans d'indépendance, mais aussi en parlant d'histoire, le compteur des 60 ans de colonisation et des 60 ans d'indépendance qui est mis à zéro pour que la jeune génération trouve en cela une opportunité d'appréhender l'avenir avec beaucoup de vision et de vigilance. Pour en parler, j'ai essayé et décidé de donner la parole justement à un consultant média qui, avec moi, va partager ses expériences, ses vécus, son opinion sur ces 60 ans d'indépendance, mais aussi sur le passé. Et pourquoi pas l'actualité avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui au stade du 28 septembre, la présence massive des chefs d'État africains. Il s'agit comme invité de M. Marcel Bangoura. Il est consultant média, directeur exécutif du cabinet Eventus. M. Bangoura, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci surtout de votre disponibilité. Alors, d'entrée de jeu, je vous souhaite bonne fête d'indépendance. Je vous souhaite la même chose. Bien. Et à tous les Guinéens. Et sur ce plateau, c'est vous qui êtes le doyen. Vous êtes sans doute témoin de beaucoup de choses, oui, au fil des régimes qui se sont succédés dans ce pays, au fil de l'histoire de notre nation. Et pendant que nous enregistrons cette émission, la plupart des Guinéens soit suivent le direct de ce qui se passe au stade, et les autres sont au stade en compagnie du président Alpha Condé et de ses hôtes. Et ici, je voudrais bien que vous reveniez avec moi sur un peu l'histoire de notre pays. D'où la question, l'année 60 de la Guinée, que retenir de l'histoire? Merci. Ce qu'il faut retenir des 60 ans de notre indépendance, c'est d'abord l'hommage que l'on reçoit aujourd'hui, en direct, par la présence de la plupart des chefs d'État du pays qui ont été nos partenaires dans cette lutte d'indépendance. Et en cela, il faut féliciter le gouvernement actuel d'avoir réussi à remobiliser la mémoire historique dont la Guinée est en quelque sorte, de ce point de vue, dépositaire. Cela dit, évidemment, 60 ans d'indépendance, c'est 60 ans d'action, 60 ans de réussite, mais aussi d'échecs. Parce que les échecs, il y en a eu. Et pour commencer, je vais d'abord faire un rappel des circonstances de l'indépendance. Un rappel des circonstances de l'indépendance, parce que c'est très important, oui, ce facteur. Et même le président Alpha Condé, j'ai l'impression qu'il s'est donné comme objectif aujourd'hui de rappeler cette parenthèse-là à la nouvelle génération. Même si, lors de son interview très musclé avec les médias français, il est sorti un peu de ses gonds. Absolument. Alors, le rappel des circonstances, justement, nous amène à définir le rôle des leaders, le rôle des forces politiques et sociales de l'époque, ainsi que le rôle des populations. Ce que je retiens en ce qui concerne les leaders, tous les pères fondateurs, ceux qui ont lutté pour que notre pays soit indépendant, c'est que d'abord, ils ont fait preuve de patriotisme. Patriotisme parce qu'ils se sont sacrifiés, ayant compris la nécessité de s'engager pour que les générations futures puissent vivre dans la liberté. Et ça n'a pas de prix. C'est pour ça qu'il faut tous les ans les célébrer, les remercier, prier pour eux dans une sorte de recueillement national. Et une fois encore, j'apprécie beaucoup ce qui se fait aujourd'hui. Alors, quant aux forces politiques et sociales de l'époque, elles ont fait preuve de responsabilité. Parce que ceux qui savent, pour ceux qui ont, disons, une connaissance précise de ce qui s'est passé à l'époque, et certains l'ont rappelé, notamment le doyen Bokar Biro, et même mon jeune frère Moussa Dumessi, tout récemment dans une émission, il y a le fait que
ces forces-là, à l'époque, les partis politiques, les syndicats et autres, se sont unifiés dans l'action qui a conduit au vote du 28 septembre. Ça, c'est un sens de responsabilité qu'il faut saluer. Maintenant, les populations, elles, que ce soit la Guinée forestière, la Haute Guinée, la Moyenne Guinée ou la Basse Guinée, ou tous les anonymes qui ne se reconnaissent pas forcément du point de vue géographique, mais qui sont des citoyens guinéens, ou qui sont dans la population guinéenne à l'époque, tous ces gens-là ont fait preuve de solidarité avec les leaders et les forces politiques et sociales. Donc ça, la masse mais bien populaire sûr, non, a suivi. Justement, c'est l'unité d'action qui a amené l'indépendance. Et ça, on peut regretter, mais ça, on en viendra, que cette unité d'action-là, elle a été mise à rude épreuve aujourd'hui. Oui, pour continuer justement après le bref rappel de l'obtention de l'indépendance, il y a maintenant la phase des gouvernances, des régimes qui se sont succédés avec des actions positives, tout comme ce qu'on peut regretter dans ces gouvernances-là. Oui, justement, à propos de gouvernance générale, il faut dire qu'il y a quand même un bilan institutionnel, un bilan politique, un bilan économique et un bilan, disons, de développement humain qui incombe à chacun de ces régimes qui ont justement géré notre pays depuis l'indépendance. Vous prenez la Première République. La Première République a mis en place les institutions et les principaux organes de gestion du pays. Elle a mis en place le gouvernement, l'administration, l'Assemblée nationale, l'armée nationale, les politiques publiques sectorielles et les attributs de la République. Attributs de la République, drapeau, hymne, etc. Alors, le premier régime... Oui, et également, elle a complété son action par notre affiliation aux organes internationaux de référence, comme le système des Nations Unies et les autres organismes qui en dépendent ou qui sont dans le même giron. Alors, cette République-là, pour avoir fait ce travail, mérite qu'on lui reconnaisse, disons, une forme de citoyenneté. C'était une république citoyenne, en dépit de tout ce qui a pu se faire en marge de la Constitution et des aspirations du peuple de Guinée. Parce que le peuple de Guinée n'a pas voté non pour que certains de ses enfants soient en prison arbitrairement, ni pour que d'autres ne puissent pas avoir l'instruction à laquelle ils ont droit, ni que d'autres, même si c'est une minorité, n'aient pas accès aux soins de santé publique ou de santé ou de soins primaires qu'ils méritent. Ce n'est pas pour ça qu'on a voté non. Et on n'a pas voté non non plus pour que notre pays soit à la traîne des autres. Même si on a consenti des sacrifices pour que ces autres-là puissent devenir comme nous. Indépendants. Indépendants. Et libres. Voilà. Alors, ça, ce sont les acquis de la Première République. La Deuxième République, elle a procédé, à des réformes politiques, dont la principale a été d'abord l'ouverture politique, le multipartisme. Le multipartisme. Ensuite, intégral. Oui, intégral. Ensuite, et ça c'est pas peu, la mise en place d'une politique de décentralisation, axée sur le libéralisme politique, justement. Donc, qui met en relief la promotion des libertés. Et, évidemment, dans ce procès, la Deuxième République a tenu à maintenir le cap des grandes options de la Première République. C'est-à-dire qu'elle n'a pas accepté que nous développons, que nos élites développent une politique ou des actions contraires à l'esprit d'indépendance qui a prévalu en 1958. Le général Lansana Conté a préservé l'essentiel des ressources de ce pays. Et il a fait en sorte que les drames humains soient minimisés. Parce que... Et point de vue économique, où il y a le libéralisme économique aussi qui l'a prôné. Oui, bien sûr, c'est de ça que je parle. Rappelez-vous, dans toute gouvernance, il y a des points sombres. On me parlera de 1985, par exemple.
C'est vrai, c'est un point qui n'est pas tout à fait... Pour le régime de Conté, oui, bien sûr. Du Camboiro pour le régime de... Bien sûr, mais je parle du deuxième régime, le régime du général Lansana Conté. J'ai dit qu'en 85, disons, il s'est passé des choses dont on n'a pas une connaissance claire aujourd'hui. Mais, heureusement qu'aucune archive ne reste fermée pour toujours. Lorsqu'on va déclassifier les archives de cette époque, on comprendra plus clairement les responsabilités des uns et des autres. Parce qu'il y a des responsabilités. Bien. Bon, maintenant, en 1995 ou en 1996, il y a eu dans ce pays une mutinerie au temps du général Lansana Conté. Cette mutinerie-là a provoqué un très grand émoi au sein de notre administration publique et de l'armée. On a vu qu'une bonne partie de l'élite militaire a été incriminée dans un coup d'État. Mais personne n'a fait attention à la manière dont disons, cet événement a été géré. Il y a eu un procès. Chacun pensera à ce qu'il veut de ce procès, mais les principaux responsables de ce coup d'État sont encore vivants. Et celui qui les a fait arrêter est décédé de sa belle mort. Ça veut dire quoi? Les peines qui leur ont été infligées ont été purgées et le capital humain a été préservé. Ça, c'est un crédit qu'il faut accorder au général Lansana Conté dans sa manière de gérer les ressources humaines. Bien. Maintenant, nous arrivons au troisième régime. Non, avant le troisième régime, il y a l'état d'exception qui, lui, s'est employé à gérer les élections ou la transition. Une transition chaotique et porteuse de blâme et de frustration. Je ne reviendrai pas trop là-dessus, mais puisque nous parlons de célébration de 60 ans d'indépendance, on ne peut pas occulter cette parenthèse-là. Le capitaine Dadis et le général Konaté ont tous droit aux honneurs de la République. Parce qu'il faut leur accorder ce crédit d'avoir voulu peut-être, ou sans doute, redresser une situation qu'ils avaient estimée compromise. Est-ce qu'ils ont bien fait? Ça, c'est à l'histoire. C'est discutable. Ça, c'est à l'histoire de le déterminer. Mais l'histoire récente, ce que nous avons vécu, nous amène à leur accorder ce crédit. Le capitaine Dadis était peut-être sincère. Maladroit, mais sincère. Le général Konaté, un peu naïf, mais il a respecté la volonté des forces sociopolitiques du pays d'amener ou d'arriver à une transition démocratique. Il faut reconnaître cela. En dépit de tout ce qui s'est passé après, évidemment, ou de tout ce qu'on peut aujourd'hui lui imputer. Maintenant, on arrive justement au troisième régime, le régime du président Alpha Condé, dont le bilan est en cours de consolidation. Ce que je retiens personnellement, c'est la mise, disons, c'est la mise en route du grand chantier d'infrastructures énergétiques et hôtelières. Ça, c'est remarquable. Et ensuite, les réformes, qui elles sont plus ou moins discutables. Les réformes, la réforme des forces de défense et de sécurité, la réforme du système éducatif, la réforme de... Quoi encore? Quoi encore? Ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, ça, du point de vue de la chronologie, je pense que ce sont les points qu'il faut retenir. En ajoutant que dans le bilan social et politique que l'on peut faire de toutes ces gouvernances, la Guinée, jusqu'à présent, ne s'est pas disloquée. C'est un miracle. Bien. Voilà, en tout cas, on ne saurait lire toutes les pages de l'histoire de notre pays en 60 ans d'indépendance, encore qui a connu 60 ans de colonisation. Mais, comme je l'ai dit, 60 ans d'indépendance, que retenir de l'histoire de la Guinée? C'est un peu la quintessence de ce qu'on peut rapidement balayer depuis la période de la prise des indépendances jusqu'à la succession des différents régimes, du premier de Sékou Touré à celui de Lansana Conté
en passant par la parenthèse de transition tenue par les militaires Dadis Camara et Sekouba Konaté, jusqu'à Alpha Condé aujourd'hui. Donc c'était la quintessence de ce qu'on peut retenir là-dedans, selon votre constat. On va passer à présent à cette deuxième phase, mais avant ça, en parlant d'histoire toujours, que retenir de l'histoire? Vous avez dit tout à l'heure que le dénominateur commun qui a constitué cette force motrice et aux leaders de l'époque de l'indépendance et aux populations, à la masse populaire qui les a suivis, c'était l'unité, c'était l'union. Alors, comment expliquez-vous justement que cette valeur, cette vertu est foulée au sol déjà après l'obtention de l'indépendance, jusque peut-être au soir du régime de Sékou Touré, parce que on a commencé à ressentir ça un peu dans le deuxième régime, jusqu'aujourd'hui, c'est un peu, cela fait partie des vices de notre société aujourd'hui, le communautarisme, voilà, les stéréotypes, les préjugés, qui aujourd'hui ne constituent vraiment pas une valeur sociétale chez nous. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, je l'explique par une démarcation que les élites ont faite de la route tracée par les pères fondateurs. J'ai souvent dit dans certaines de mes interventions que nous étions une génération indigne, nous étions des héritiers indignes de ce que nos pères fondateurs nous ont légué. Les dérives ont commencé sous la Première République, puisqu'il faut en parler. La première dérive, ça a été, disons, le déni de responsabilité que les élites sont infligées à elles-mêmes. On a vu la première crise, celle des enseignants, bon, qui peut être interprétée comme une crise normale, de l'indépendance, pardon, de la colonisation, vous arrivez à l'indépendance avec tout ce que cela peut comporter comme insuffisance en matière de compétences, etc. et de conflits, puisqu'il y a des égaux. Il y avait beaucoup de gens importants à l'indépendance de la Guinée. Oui, beaucoup de gens importants. Moi, j'ai particulièrement de l'admiration pour les cadres de l'époque. Oui, mais surtout l'élite. Je vais parler de quelques-uns. Oui. Imaginez le président Sékou Touré, avec lequel je n'ai pas toujours été d'accord, croyez-moi. Mais ça, c'est dans une autre vie. Le président Sékou Touré, parti de rien. Quand je dis de rien, si vous considérez les schémas habituels de promotion, le parcours politique, oui, non, mais même parcours social, comprenez, il est parti de rien. Mais ce qu'il avait, c'était ce qu'on appelle le feu sacré, qu'il partage avec les Lumumba, le panafricanisme, oui, les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah et tout ça. Et plus récemment encore, des gens comme Nelson Mandela, ou alors le Flight Lieutenant Rawlings, et le capitaine Sankara. Vous comprenez ça? Il avait cette flamme. Mais après le président Sékou Touré, Monsieur Boubacar Diallo Telli Boubacar, dont je suis fier en tant que compatriote. Vous savez qu'avant l'indépendance, il était secrétaire général du Grand Conseil de l'AOF, c'est-à-dire le fonctionnaire ouest-africain le mieux placé dans le cadre colonial en poste à Dakar. C'est un peu comme si vous devenez secrétaire général de l'ONU ou secrétaire général adjoint des Nations Unies, en termes de comparaison. Alors, ce monsieur a rejoint les forces politiques et sociales pour conduire notre pays à l'indépendance. Et après lui, il faut le reconnaître, tous les généraux qui à l'époque n'étaient pas des généraux, c'était des soldats qui ont accepté de rentrer au pays pour servir. De quitter l'armée française. Oui, pour servir leur patrie. Parce que ce n'est pas tous qui l'ont fait, il y en a qui sont restés français. Alors, le général Nassara Conté fait partie de cela. Bien. Les généraux, ceux qui ont été chefs d'état-major avant lui, ont tous. C'est pour ça que je dis que tous ces gens-là sont remarquables. Bien. Mais il y a Keita Fodeba et tous les autres, vous comprenez? Bari Dianwadou et Bari Toua.
Sanyo Mamadi, etc., qui ont tous eu un destin tragique après. Mais vous voyez, si on ne retient que la fin des choses, on ne se réfère ni au départ ni au milieu, on n'a pas fait un bon jugement. On ne peut pas faire un bon jugement. Absolument. Ce qu'il faut regretter, c'est vrai, c'est le sort qu'ils ont subi. Mais ça, autant leur bienfait que ce sort-là, nous devons l'assumer. Et justement, c'est ce que le président Alpha Condé, si vous l'avez remarqué, a dit hier à travers son discours officiel et son adresse à la nation, qu'il assumait pleinement en tant que président de la République tous les actes posés par ses prédécesseurs et par les précédents régimes en bien et en mauvais. Là-dessus, on va revenir tout de suite dans la deuxième partie de cette émission consacrée aux 60 ans d'indépendance, très brièvement, parce que je l'ai dit, on ne saurait lire toutes les pages de l'histoire d'un pays, surtout celle de notre pays, hein, qui a beaucoup de, on va dire, de contenu et tout. Mais nous reviendrons en termes d'actualité de ce qui se passe au stade aujourd'hui et des perspectives dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver donc dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous l'avez donc compris dans la première partie déjà, consacrée aux festivités des 60 ans d'indépendance. Après la partie, on va dire, rappel de l'histoire et tout. Venons-en à l'actualité. Ces festivités qui se déroulent aujourd'hui en tandem sur l'étendue du territoire, mais très densément ici à Conakry, au stade du 28 septembre, où 14 délégations officielles ont répondu, une dizaine de chefs d'État africains qui sont venus, ont répondu à l'appel de la Guinée, à l'appel d'Alpha Condé, et qui étaient au stade ce matin pour le défilé et écouter les discours, regarder le spectacle, ainsi de suite. Sur ce plan-là, festivité grandiose, présence des chefs d'État africains au stade, et déjà en ce qui concerne la présence des chefs d'État, est-ce que vous pouvez dire que c'est une sorte de reconnaissance de ces chefs d'État à un pays qui à l'époque a donné le ton de la conquête, de la lutte pour leur libération, leur indépendance? Parce que la Guinée n'a pas fait que donner le ton en prenant l'indépendance. Elle a envoyé des troupes, elle a essayé de recevoir certains ici dans ce cadre-là. Oui, incontestablement, c'est la reconnaissance d'une nation, ou plutôt à l'égard d'une nation qui a fourni tellement d'efforts. Parce qu'il faut rappeler que les présidents qui sont venus, il y a le président mauritanien, le président malien, togolais, gabonais, le président libérien, encore qui, tchadien, burkinabé, et donc togolais, un peu, une bonne brochette de chefs d'État africains, dont les pays étaient à l'époque justement des pays panafricanistes. Oui, j'ai la chance, pour parler de ce sujet, hein, j'ai la chance d'avoir parcouru la plupart de ces pays que je connais plus ou moins bien. Et le président ghanéen, Nana Akufo, qui est aussi là, qui était là. Nana Akufo-Addo. Voilà. Vous savez, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de voir ce pléthore ou ce tailleropage de qualité du chef d'État africain qui vient nous célébrer avec nous les 60 ans de notre indépendance. En fait, c'est une reconnaissance, pas seulement aux efforts de la Guinée, mais au concept du panafricanisme. Vous savez, le panafricanisme, c'est un peu un cadre moral, avant d'être politique.
dans lequel la plupart des gens de la génération d'avant moi et de ma génération, disons, se sont baignés ou ont évolué. Nous avons compris que c'était une des solutions. Le panafricanisme était une solution. Les pères fondateurs l'ont compris avant nous. Et nous avons accepté ce qu'ils ont décidé de faire. Le chemin qu'ils ont tracé. Voilà. Le panafricanisme, donc, c'est un peu le destin de l'Afrique. Bien. Et donc, ces chefs d'État aujourd'hui qui se sont mobilisés autour de leur collègue Alpha Condé en répondant à son invitation, était, on va dire, une fidélité aux idéaux des fondateurs, des pères fondateurs, oui, de leurs prédécesseurs qui ont dirigé ces différents pays avant eux. Et donc, j'ai parlé... Mais c'est également, une promesse, et un exemple que l'on donne aux générations actuelles, à la nouvelle génération, pour qu'elles comprennent que c'est dans l'unité d'action et de vision qu'il y a la réussite pour les nations et les peuples. Absolument. Et à côté de la présence des chefs d'État, j'ai parlé aussi de festivités grandioses. Ici à Conakry, ce qui se passe au palais est le plus grand événement, mais à l'intérieur du pays en même temps, avec l'ordre du ministre de l'administration du territoire, les administrateurs territoriaux devront relayer le rythme de la fête et dans les régions, les préfectures, et ainsi de suite. Quel regard sur cette symbiose de festivités? Écoutez, regard, non, quel jugement je fais de tout ça. Alors quel jugement? Voilà. Ce que je pense de cela, c'est que c'est une initiative qui ne doit pas être isolée, ni réduite simplement à cet événement précis. Je suggère que l'on consacre le mois d'octobre, mois de la liberté. Bien. Que la fête ne s'arrête pas aujourd'hui, ou plutôt les célébrations ne s'arrêtent pas aujourd'hui, mais que l'on continue à poser des actes civiques. Bien. Des actes civiques? Oui, des actes civiques. Que notre État, donc l'administration publique, opère une mutation un peu plus qualitative. Et qu'elle se mette au service d'une administration citoyenne. Voilà, qu'elle se mette au service du peuple. Que le président de la République comprenne un peu mieux. Je sais que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est déjà la preuve qu'il sait ce qu'il doit faire, mais qu'il le comprenne mieux encore, qu'il entre en profondeur dans les aspirations de notre peuple. Qu'il accompagne le processus de décentralisation. Et je suggère aussi que les populations guinéennes se remémorent de tous les facteurs qui, en 1958, ont mis les Guinéens ensemble pour conquérir l'indépendance. Et enfin, j'aurais bien souhaité que notre pays, dans la capitale Conakry, dispose d'une place de l'indépendance. Nous avons une place de martyr. Ce n'est pas forcément la place de l'indépendance. Donc c'est une belle suggestion. Non, je vois bien. Je vais plus loin. Vous connaissez la place qui est juste en face de la Fédération guinéenne actuelle de football, au Makiti, que l'on érige cette place en place de l'indépendance. C'est une suggestion que je fais parce que j'y ai souvent pensé. Bien. Et on espère que cela tombera dans de très très bonnes oreilles. Et pour terminer l'émission, justement, la deuxième phase, c'est 60 ans d'indépendance. Comment appréhender l'avenir? Parce que je l'ai dit à l'entame de l'émission, on a eu 60 ans de période coloniale, 60 ans d'indépendance, et c'est comme si le compteur est mis à zéro. Dans ce sens, 60 ans d'indépendance, après, comment appréhender l'avenir selon vous? Justement, en se posant les vraies questions. Aujourd'hui, étant donné le développement de la situation politique, sociale et économique de notre pays, il y a des questions qui sont soulevées. Est-ce que les options que nous avons aujourd'hui en matière de politique publique, est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce que les projets que le gouvernement porte sur le terrain ont, en quelque sorte, sont en cohérence avec les objectifs de développement durable ambitionnés par le peuple et par les citoyens? Il faut se poser la question. Par exemple, l'exploitation minière. Il faut revoir la manière dont on est en train de la mettre en œuvre. Cette intensification sur des espaces
qui ne sont pas renouvelables. Parce que le territoire du pays, il ne peut s'extendre que peut-être par la conquête. À ce moment, il faudra qu'on prenne le territoire, une partie du territoire malien, etc. Ou alors qu'on rentre dans une fédération. Mais ça, c'est un autre problème. Pour le moment, les politiques sectorielles que nous avons en matière d'éducation, il y a trop de crises. On voit bien que même la rentrée scolaire prochaine est compromise. Alors, et il y a des problèmes politiques. Il faut se poser la question, est-ce que le système politique actuel que nous avons est conforme à nos aspirations et à la constitution du pays? Est-ce que cette même constitution, elle est suffisamment solide pour encadrer le développement des projets et des politiques publiques que nous avons mises en place? Ça, ce sont des questions auxquelles il faut répondre. Est-ce que l'avenir des générations actuelles et celles qui viendront est assuré? Bien. Donc, il faut se poser des questions pour appréhender l'avenir après 60 ans d'indépendance, des questions assez pertinentes, bien entendu. Donc, se remettre en cause, en quelque sorte, remettre sur la table le mode de gouvernance d'aujourd'hui, la manière de se conduire des citoyens d'aujourd'hui, évidemment pour que 60 ans après, que le compteur soit remis en marche, mais dans le bon sens, pour que justement la Guinée devienne le pays que nos aïeux et que nos devanciers ont tant rêvé. Merci, doyen, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Et Merci. Bonne fête à tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission spéciale Café Débat consacrée aux 60 ans d'indépendance. Une fois encore, merci de votre attention et bonne fête d'indépendance à tous. À très vite pour un autre numéro de Café Débat. Au revoir.